President Trump's new steel and aluminum tariffs are having an impact on many industries, and some families could soon feel the ripple effect and right to their bottom lines. It's not just big ticket items we're talking about here either, like washing machines that are getting more expensive. It's also the kind of things mums and dads find themselves using every single day. Senior business and technology correspondent Jolyn Kent joins us now from Los Angeles to talk about this. Good morning, Jolyn. Great to see you. Vous avez l'impression de payer pour des décisions que vous n'avez jamais prises. Vous en avez assez de voir votre ville dépérir, vos voisins perdre leur emploi. Et personne à Washington ne semble s'en soucier. Si vous vivez à Détroit, à Windsor, ou dans tout autre endroit où le moteur de l'économie tournait à plein régime, mais où il ne reste plus aujourd'hui que le silence des usines fermées, cette histoire est pour vous. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se cache derrière l'effondrement qui a frappé l'industrie comme un tremblement de terre. Vous allez découvrir pourquoi l'acier est devenu le symbole d'une guerre que personne n'avait vu venir. Et pourquoi un nom peu connu en dehors du Canada, Mark Carney, est qualifié de génie par certains et de traître par d'autres. Cette vidéo ne traite pas seulement des tarifs douaniers. Elle parle de familles brisées, d'emplois qui s'évaporent, et d'une promesse de prospérité qui s'est envolée en fumée. Mais elle parle aussi de quelque chose de plus profond, un plan, un revirement, et peut-être une issue. Si vous avez déjà ressenti le poids des décisions politiques, si vous avez déjà dû choisir entre faire le plein d'essence ou payer votre loyer, alors écoutez jusqu'à la fin. Car ce que vous allez voir maintenant pourrait changer votre façon de voir les choses. Ce fut un coup de poing dans l'estomac de l'industrie. Lorsque le président Trump a annoncé l'augmentation immédiate des droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 50%, l'impact ne s'est pas limité aux chiffres. Cette décision a déclenché une réaction en chaîne qui s'est propagée à l'ensemble de l'économie américaine, touchant particulièrement Detroit et les piliers qui soutenaient encore son industrie automobile. Dans le même temps, le Canada, pris entre deux feux, a décidé de ne pas reculer. Au contraire, il a réagi avec froideur et précision. Mark Carney, le premier ministre nouvellement élu, a non seulement rejeté la justification de la Maison-Blanche concernant le trafic de fentanyl comme argument, mais il a également orchestré une contre-attaque. En redirigeant les exportations vers l'Europe et l'Asie, et en investissant des milliards dans les technologies propres au pays, Carney a non seulement contourné les barrières imposées par Washington, mais il a également réécrit les règles du jeu. Détroit s'est retrouvé paralysé. La production a été interrompue. Les trains qui transportaient auparavant des tonnes d'acier canadien vers les usines américaines sont restés vides. L'impact a été si immédiat qu'en quelques jours, Ford a dû fermer des lignes de production entières. Les prix ont grimpé en flèche. Le marché a réagi avec panique et pour la première fois depuis longtemps, la peur s'est installée au sein de l'industrie la plus puissante d'Amérique. Le plus effrayant, c'est que rien de tout cela n'était accidentel. Le Canada a non seulement répondu avec diplomatie et fermeté, mais il a également anticipé les prochaines étapes. En moins de 2 jours, il a lancé un programme d'1 milliard de dollars pour décarboniser la production d'acier. Les fours à charbon ont commencé à être remplacés par des systèmes électriques et à hydrogène. Il ne s'agissait pas seulement d'une manœuvre environnementale, mais aussi d'un coup géopolitique. Dans le même temps, il a imposé des quotas stricts sur les importations provenant de pays non signataires d'accords commerciaux et un tarif fixe de 25% sur l'acier d'origine chinoise. Le message était clair. Le Canada n'accepterait plus d'être le dépôt des excédents industriels. Plus encore, il allait devenir un exemple d'autosuffisance et d'innovation. Pendant ce temps, aux États-Unis, on assistait à une désorganisation, à des pressions politiques et au chaos. Le président avait lancé une guerre qu'il ne pouvait contrôler, de l'autre côté de la frontière. Carney répondait par une stratégie, un positionnement et une clarté qui effrayaient même les alliés les plus expérimentés. Et les chiffres ont commencé à raconter une nouvelle histoire. Alors que l'Europe se préparait aux exigences du CBAM, le nouveau mécanisme d'ajustement carbone de l'Union européenne, l'acier canadien
avec 93% d'exemption d'émissions, est automatiquement devenu éligible aux meilleurs contrats. Les exportations ont augmenté, les prix ont grimpé, et tandis que l'acier américain perdait du terrain, le Canada gagnait en prestige. Mais tout cela s'est fait sans tapage. Carney n'a pas crié, il a simplement agi. Il a réservé la production nationale pour les infrastructures, les transports et le logement dans son propre pays. Et il a utilisé l'énergie propre de ses centrales hydroélectriques et nucléaires comme avantage concurrentiel. Le monde a observé, mais les contrats ont été signés, les promesses ont été tenues, et la chaîne de production n'a pas cessé de tourner. De l'autre côté de la frontière, la situation était inverse. Les voitures coûtaient plus cher, les consommateurs se retiraient, et les concessionnaires faisaient face à la frustration d'un marché en effondrement. Pendant ce temps, dans les coulisses du pouvoir à Washington, l'alarme avait déjà été donnée. Le PDG de Ford, Jim Farley, a présenté au Congrès une estimation effrayante, 2,5 milliards de dollars de pertes pour cette seule année, directement causée par les droits de douane de 50% imposés par Trump. Chaque F-150 coûtait désormais des centaines de dollars supplémentaires à produire. Et les concessionnaires devaient répercuter cette hausse sur les consommateurs. Les modèles populaires ont vu leur prix augmenter de 1 500 à 2 000 dollars, à un moment où l'inflation rongeait déjà le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Les voitures produites au Mexique ont également vu leur prix monter en flèche. L'impact a été brutal. Et cela ne s'est pas arrêté aux voitures. Les entreprises de forage pétrolier du Texas se sont retrouvées à court de tubes d'acier, le Canada ayant donné la priorité à son marché intérieur. Les grandes entreprises ont réussi à s'adapter temporairement, mais les petits entrepreneurs ont été laissés pour compte. Les projets ont été gelés, les travaux ont été interrompus. Le Congrès s'est empressé d'essayer de réparer les dégâts, en appelant directement le Premier ministre canadien à assouplir les restrictions. Mais Carney est resté ferme. Il n'a pas proposé de trêve, seulement des quotas minimaux. La réponse était claire, coopérer ou payer le prix. Et voici ce qui a vraiment tout changé. Le Canada n'a pas répondu par des représailles bruyantes. Il a répondu par une meilleure offre. L'Europe, qui achetait auparavant aux États-Unis, s'est tournée vers l'acier propre canadien. Les contrats ont été conclus rapidement. Et Détroit, qui était déjà en difficulté en raison des prix élevés, a vu le sol se dérober sous ses pieds. Ce qui semblait être un conflit tarifaire s'est transformé en une course à la suprématie technologique et environnementale. Et tandis qu'un camp misait sur la confrontation, l'autre misait sur un repositionnement stratégique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez le sentiment que ces décisions façonnent votre avenir sans que vous n'ayez aucun contrôle, cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous suivons, expliquons et exposons ce que beaucoup tentent de cacher. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre, car ce qui suit est encore plus révélateur. Continuons. La réalité qui s'est imposée à partir de ce moment-là a été plus dure que toutes les prévisions pessimistes. Les États-Unis n'étaient pas seulement confrontés à un problème d'approvisionnement en acier, ils saignaient économiquement. Et à chaque minute qui passait, il devenait plus évident que les droits de douane de 50% imposés par Trump avaient déclenché un effondrement financier qui touchait des États, des secteurs et des familles entières. Ford a commencé à voir ses bénéfices s'évaporer. Les pertes estimées se chiffraient en milliards, et avec chaque tonne d'acier à 900 $. Le temps devenait un ennemi. Chaque seconde coûtait cher. Le prix des voitures populaires grimpait en flèche chez les concessionnaires. Les familles qui prévoyaient de changer de véhicule renonçaient tout simplement. La demande a diminué. La production a ralenti. Et les usines qui tentaient encore de fonctionner ont ressenti le poids d'une décision prise par les instances supérieures, sans écouter ceux qui étaient réellement en première ligne. Et cela ne concernait pas seulement Détroit. L'effet domino s'est propagé à des endroits comme Houston, où les entreprises pétrolières ont vu leur stock de tuyaux s'épuiser. Le Canada, en donnant la priorité à sa propre demande intérieure,
a contraint les géants du secteur énergétique à réutiliser d'anciens matériaux. Certains d'entre eux ont réussi à improviser, d'autres n'ont pas eu cette chance. Les petites entreprises de construction qui dépendaient de l'acier bon marché pour honorer leurs contrats ont tout simplement gelé leurs projets. Les chantiers étaient à l'arrêt, le chômage augmentait et un sentiment d'impuissance grandissait parmi ceux qui croyaient encore à la promesse que les droits de douane protégeraient les emplois américains. Pendant ce temps, du côté canadien de la frontière, le scénario était tout autre. Loin du chaos, Carney maintenait sa stratégie solide et prévisible. Il savait ce qu'il faisait. Il ne s'agissait pas de punir les États-Unis, mais de renforcer le Canada. Le refus de négocier des tarifs avec les sénateurs américains n'était pas motivé par l'arrogance. Il était motivé par la clarté. Si les États-Unis voulaient imposer des barrières, le Canada offrirait une meilleure alternative. Et c'est ce qui a conquis le marché européen. L'avantage concurrentiel de l'acier canadien ne résidait pas seulement dans sa qualité, mais aussi dans sa durabilité. Avec plus de 90% d'exemption d'émissions, le produit canadien répondait parfaitement aux nouvelles exigences du CBAM européen. Cela signifiait moins de taxes à l'entrée et plus de profits à la vente. C'était le genre d'avantage qu'on ne pouvait ignorer. Et l'Europe ne l'a pas ignoré. Les contrats ont afflué, les exportations ont augmenté. Et grâce à cela, le Canada a réussi à faire quelque chose de rare, transformer une attaque commerciale en une opportunité historique de repositionnement mondial. Et cela ne s'est pas arrêté là. L'alliance interne au Canada s'est renforcée. Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, a ouvertement soutenu les mesures de Carney. Les deux hommes ont mis en place un mandat national exigeant que tout l'acier utilisé dans les travaux publics, le logement, les infrastructures et les transports soit exclusivement canadien. Les provinces ont suivi la même ligne. L'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario, lui-même, ont exigé que les projets n'utilisent que de l'acier fondu sur le territoire national. Cela a créé un cercle vertueux. L'acier était produit, consommé et réinvesti dans le pays même. Chaque tonne circulait entre les mains des travailleurs canadiens. Cela a non seulement créé des emplois, mais a également renforcé l'identité industrielle du pays. Pendant ce temps, les États-Unis ont assisté à une transformation qu'ils semblaient auparavant incapables d'imaginer. Les statistiques ont confirmé ce changement. En mai 2025, les exportations d'acier canadien vers les États-Unis étaient passées de 75% à 68%. Ce vide a été comblé par de nouveaux partenaires commerciaux. Le Japon, l'Inde et surtout l'Union européenne ont commencé à faire partie de la nouvelle carte commerciale du Canada. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela s'est fait dans le respect des règles de l'USMCA. Le Canada n'a violé aucun traité. Il a simplement repositionné ses priorités. Et ce faisant, il a commencé à conclure des contrats valables jusqu'en 2027. Alors que les États-Unis essayaient encore de comprendre ce qui se passait, le Canada avait déjà assuré la sécurité économique et la stabilité à moyen terme de son industrie. Même avec la chute des prix américains à la fin du mois de juillet, le Canada a conservé son avantage concurrentiel. Le volume, la réduction des émissions et l'alignement géopolitique garantissaient que chaque tonne d'acier canadien serait davantage valorisée sur le marché mondial. Trump a tenté de qualifier ces mesures de protectionnistes. Mais Carney n'a pas bronché. Au lieu de se lancer dans un jeu rhétorique, il est allé droit au but. Il a qualifié tout cela de positionnement stratégique. Ce faisant, il a démantelé le discours selon lequel des tarifs douaniers agressifs sont synonymes de force. Ce qui est apparu clairement, c'est que la force réside aujourd'hui dans la structure, dans la prévisibilité et dans la vision à long terme. Mais le coût de tout cela n'était pas seulement politique ou économique, il était humain. La réalité dans les rues de Détroit et de Windsor le montrait avec une brutalité évidente. Dans les usines, la peur était palpable. Des travailleurs ayant des dizaines d'années d'expérience ne savaient plus s'ils auraient encore un emploi le mois suivant. À Windsor,
ville qui vit au rythme de l'industrie automobile. L'atmosphère rappelait les pires jours de la crise de 2008. Kristen Elton, 4e génération de travailleurs chez Ford, a décrit la situation comme un baril de poudre. Toute sa famille dépend de l'industrie. Et désormais, chaque nouvelle information représente une menace réelle pour leur avenir. Près de 20% de la main-d'œuvre de Windsor est directement liée à l'industrie manufacturière. Et avec le gel des commandes d'acier et de pièces détachées, l'impact a été immédiat. Les petits fournisseurs ont commencé à licencier. Les grands fabricants ont interrompu leurs projets d'expansion. La peur s'est répandue, non seulement parmi les ouvriers, mais aussi parmi les familles entières qui ont construit leur vie autour de cette chaîne de production. De l'autre côté de la frontière, l'effet n'a pas été différent. De nombreuses usines américaines, en particulier dans le secteur automobile, dépendent directement de l'acier canadien. Sans lui, la production a été interrompue. Et ce qui a commencé comme une mesure visant à protéger les emplois menace désormais ces mêmes emplois. Trump a justifié tout cela en invoquant un lien présumé entre le Canada et le trafic de fentanyl. Mais cette allégation, contestée même par des membres du Congrès, n'a pas trouvé de fondement solide. Et en fin de compte, elle n'a servi qu'à alimenter une crise sociale et professionnelle qui continue de s'aggraver. La conséquence pratique a été la rupture de l'unité entre les travailleurs américains et canadiens qui partageaient jusqu'alors une histoire de coopération et de solidarité dans les moments difficiles. Les exportateurs canadiens se tournant de plus en plus vers l'Asie et l'Europe, et les chiffres affichant une baisse de 10 points des exportations vers les États-Unis, l'avenir semblait de plus en plus incertain pour ceux qui dépendaient du partenariat commercial entre les deux pays. Des villes entières ont commencé à s'interroger sur leur propre survie. Des familles entières ont revu leurs projets de vie. Des hypothèques ont été renégociées. Les plans de retraite ont été reportés. Et tout cela, à cause d'une seule mesure de politique économique. Un tarif qui promettait la protection, mais qui a conduit à l'isolement. Une décision qui visait à sauver l'industrie, mais qui l'a poussée vers l'abîme de l'obsolescence. Et surtout, un mouvement qui a permis à un autre pays d'occuper la place laissée vacante par un leadership impulsif. Avant de passer à la dernière partie de cette analyse, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous aussi l'impression que ceux qui sont au sommet jouent à la guerre commerciale, tandis que ceux qui sont en bas en paient le prix? Si cela vous a déjà traversé l'esprit, commentez ci-dessous. Vous pouvez écrire ceci si vous voulez copier-coller. Je vois tout cela se produire et je me sens complètement ignoré. Votre voix peut avoir plus d'écho que vous ne le pensez. C'est peut-être ce dont quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui, pour ne pas se sentir seul dans cette situation. Votre douleur est aussi celle de milliers d'autres personnes. Laissez votre commentaire et continuons ensemble à exposer ce que beaucoup tentent encore de cacher. Car dans la prochaine partie, vous verrez pourquoi cette guerre de l'acier n'était pas seulement un conflit économique, c'était un test de vision. Et ceux qui l'ont réussi pourraient bien être sur le point de dominer l'avenir, alors que la poussière retombait et que les contrats commerciaux étaient redessinés en silence. Une vérité devenait de plus en plus évidente pour ceux qui y prêtaient attention. Cette guerre commerciale n'était pas seulement une succession de décisions mal calculées, ou un bras de fer entre deux nations alliées. C'était un test de vision stratégique. Et au final, ceux qui ont planifié au-delà des prochaines élections ont pris l'avantage. Le Canada n'a pas seulement réagi, il a profité de la brèche créée par Trump pour réorganiser son secteur industriel, repositionner sa politique étrangère et ouvrir une nouvelle voie vers l'autonomie économique. Contrairement à la rhétorique explosive de Washington, Mark Carney a agi avec un sang-froid chirurgical. Alors que Trump misait sur la force brute, Carney misait sur l'alignement mondial, la durabilité et la prévisibilité à moyen et long terme. Le résultat de cette stratégie se fait sentir aujourd'hui, alors que les États-Unis tentent de réparer les dommages internes causés par leur propre politique d'isolement.
Le Canada conclut des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des pays qui exigent des normes environnementales de plus en plus strictes. Cela signifie que même si les prix américains redeviennent compétitifs, le label acier propre et traçable est déjà devenu le nouvel or dans les négociations internationales. Et le Canada est arrivé le premier. La ligne qui reliait auparavant Windsor à Détroit avec fluidité se heurte désormais à un mur tarifaire, ce qui était autrefois un flux naturel de matières premières et de composants entre voisins de confiance. S'est transformé en un champ de mines de coûts, de délais et d'incertitudes. Pendant ce temps, l'acier canadien débarque sans restriction dans les ports européens, répondant à toutes les exigences du CBAM et bénéficiant d'un traitement préférentiel sur des marchés qui planifient déjà leurs politiques industrielles pour la prochaine décennie. Il ne s'agit plus de protéger les industries, mais de les préparer à un monde en transition. Et Washington est en retard. Le plus impressionnant, c'est que tout cela s'est fait sans le bruit habituel des disputes commerciales du passé. Il n'y a pas eu d'escalade verbale entre les dirigeants, ni de guerre des tweets. Il y a eu une transition de pouvoir, de prestige et d'avantages. Et c'est peut-être pour cette raison même qu'elle est si dangereuse. Lorsque le changement est subtil, il est plus difficile à inverser. Et à l'heure actuelle, alors que les politiciens américains discutent encore entre eux pour savoir qui doit être tenu responsable, le Canada a déjà consolidé sa nouvelle position dans la hiérarchie du commerce mondial. Mais rien de tout cela ne peut être compris dans sa totalité sans regarder le sol de l'usine, sans écouter les travailleurs qui ont vu leur routine s'effondrer du jour au lendemain, sans ressentir le poids des pères et des mères qui, en rentrant chez eux, ne savent pas comment expliquer à leurs enfants que leur emploi a pris fin, que l'usine va fermer, que leur assurance maladie va disparaître, que l'avenir, une fois de plus, est incertain, car c'est là que la guerre se montre sous son jour le plus cru. Pas dans les gros titres, mais dans les supermarchés vides, dans les mensualités en retard, dans la voiture qui ne sera plus remplacée, dans le loyer qui doit être renégocié. Ce sont ces détails qui n'apparaissent pas dans les graphiques, mais qui définissent la qualité de vie de millions de personnes. Et tout cela à cause d'une décision prise dans un bureau, sur la base d'arguments fragiles et de motivations électorales. La justification de Trump associant le Canada au trafic de fentanyl s'est rapidement effondrée. Mais le mal était déjà fait. Et ceux qui en ont souffert ne sont pas les lobbyistes ni les stratèges politiques. Ce sont les travailleurs, les parents, les jeunes qui entraient maintenant sur le marché et qui sont déjà confrontés à une crise qu'ils n'ont pas créée. C'est là le véritable prix des guerres menées au nom de la protection. Souvent, il n'y a aucune protection. Il y a un déplacement de la douleur, de l'instabilité, de la perte. Un pays tente de se protéger en poussant le préjudice vers un autre. Mais dans le processus, les deux pays sont blessés. Et ce qui commence comme une tentative de contrôle se termine par un cycle d'insécurité collective. C'est ce que nous avons vu entre les États-Unis et le Canada. Un jeu où personne n'est sorti indemne. Mais alors qu'un pays a tenté de gagner par la force, l'autre a gagné par la stratégie. Et c'est cela qui restera dans les livres d'histoire. Carney n'a pas seulement défendu les intérêts du Canada, il a anticipé l'évolution du commerce mondial. Et ce faisant, il a élevé le débat à un autre niveau. La question n'est plus de savoir si les droits de douane fonctionnent. La question est, dans quel monde nous positionnons-nous ? Un monde fermé, isolé, obsolète, ou un monde connecté, propre et compétitif? Et les États-Unis devront répondre à cette question avant que la prochaine fenêtre d'opportunité ne se referme. Aujourd'hui, les fabricants américains sont confrontés à deux grands ennemis à la fois. Le premier est la pénurie de matériaux, conséquence directe des politiques protectionnistes qui ont rompu les chaînes logistiques et rendu plus cher ce qui était auparavant simple. Le second est encore plus difficile à relever. Les nouvelles exigences environnementales qui s'approchent de l'industrie mondiale comme une vague inévitable. L'Europe a déjà donné le ton.
Le CBAM n'est pas seulement une mesure fiscale, c'est un message. Un avertissement à ceux qui persistent à produire comme ils le faisaient il y a 30 ans. Et l'Amérique doit prendre une décision. Va-t-elle continuer à investir dans la force brute ou va-t-elle commencer à construire une base solide pour être compétitive dans ce nouveau contexte? Car le temps passe et chaque mois perdu est un contrat en moins, un partenariat rompu, une opportunité gâchée. Et pire encore, c'est une ville de plus qui sombre, une famille de plus qui perd pied, un jeune de plus qui renonce à croire. Mark Carney l'a compris très tôt. C'est pourquoi il a transformé chaque mouvement du Canada en une pièce d'un échiquier plus vaste. L'acier n'était qu'un début. La réorganisation industrielle du pays n'est pas une réaction ponctuelle, c'est une ligne directrice. La construction d'une autonomie énergétique, la valorisation des chaînes locales, la priorisation des emplois nationaux et la recherche d'un alignement climatique avec les plus grands blocs économiques de la planète font partie d'un plan beaucoup plus vaste. Un plan qui ne dépend pas de l'humeur d'un président ou d'une élection polarisée, mais d'objectifs concrets, d'une cohérence politique et de la volonté de protéger ce qui compte vraiment, le peuple. Et c'est la plus grande leçon que nous pouvons tirer de tout cela. Le protectionnisme ne consiste pas à ériger des murs. Il s'agit de savoir où il vaut la peine de construire des ponts. Et Carney l'a bien compris. Le problème, c'est que pendant qu'il construit ces ponts avec l'Europe et l'Asie, les États-Unis semblent détruire ceux qui existaient déjà. C'est maintenant à nous, citoyens, travailleurs, électeurs, de décider quel type d'avenir nous voulons. Un avenir fondé sur des décisions impulsives, des représailles mal calculées, des guerres commerciales motivées par des slogans et des accusations infondées, ou un avenir construit avec clarté, coopération et vision. Détroit peut encore se relever. Le pays peut encore changer de cap. Mais cela demande du courage. Le courage d'entendre ce que l'on ne veut pas entendre. Le courage de reconnaître que la force seule ne suffit pas. Et le courage d'abandonner les vieilles formules qui ne font qu'engendrer plus de peur et moins de résultats. Et vous, pensez-vous que les États-Unis devraient doubler la mise sur le protectionnisme ou enfin passer à un modèle plus propre et plus compétitif? Pensez-vous que Détroit peut encore se relever ou que les dégâts sont déjà irréversibles? Et plus important encore, les tarifs douaniers protègent-ils réellement les travailleurs? Ou ne font-ils que transférer la douleur vers une autre partie du pays? Votre opinion compte, et nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez. Écrivez-nous ici dans les commentaires. Ouvrons cet espace d'échange. Car alors que beaucoup tentent de faire taire les voix dissidentes, ici, nous voulons les entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Rejoignez-nous. Ici, nous ne nous contentons pas d'expliquer ce qui se passe. Nous montrons aussi comment cela affecte votre vie. Et plus encore, nous montrons qu'il y a une issue, il y a une solution. Et il est possible de faire autrement. Abonnez-vous dès maintenant et suivez les prochaines vidéos, car ce qui va arriver va encore plus bouleverser le cours du pays. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Il y a encore beaucoup à venir.